Bonjour, je suis Paola Nakaona. Donc normalement ce soir j'aurais dû être à Toulouse parce qu'il y avait le festival latino-américain là-bas et j'aurais dû présenter à la librairie Terra Nova mon livre 1492 Anacaona, l'insurgé des Caraïbes. Mais comme je ne peux pas y aller, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo et que j'allais juste rapidement vous parler de ce livre que j'ai écrit l'année dernière. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre sur Anna Kawana? Parce que déjà en tant que féministe, j'ai toujours été intriguée par cette personnalité. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'elle n'était pas au panthéon de l'histoire comme une grande héroïne. Et en tant que féministe décoloniale, je me suis toujours aussi demandé pourquoi il n'y avait pas plus d'héroïnes dans ces pays qui avaient été colonisés. Et donc la réponse que j'ai trouvée, c'est que ce n'était pas l'intérêt du pouvoir dominant de montrer qu'il y avait eu des héroïnes, des histoires admirables, de la résistance, ou même tout simplement des populations, parce qu'ils ont très souvent voulu nous faire croire que ces territoires, par exemple, étaient déserts ou peuplés vraiment de quelques villages, ce qui n'était pas le cas. Donc, quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai eu très peur en fait de ne pas avoir assez de documents historiques. Parce que c'est vrai que très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais que des sources espagnoles. Et c'est vrai que ça biaise forcément le récit, parce qu'en fait, les Taïnos, c'était donc les peuples des Caraïbes, c'était une civilisation qui ne connaissait pas l'écriture, qui était uniquement basée sur une transmission orale, et ils n'ont pas pu raconter leur vision de la conquête. Donc en ça, c'est un petit peu différent de l'Amérique centrale, parce que par exemple, les Mayas et les Aztèques, eux, ils ont pu raconter la conquête à leur façon. On a même un témoignage vers 1560, le Codex de Florence, où en fait, ils racontent leur vision de la conquête. Il y a deux colonnes, en espagnol et en nahuatl. Et en fait, au début, on pensait que c'était juste la traduction, que les deux étaient une traduction. Et en fait, on s'est rendu compte que les versions étaient assez différentes. Donc moi, pour les Taïnos, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu raconter leur vision, la vision des colonisés, de ces peuples qui étaient à Haïti, au moment où les Européens sont arrivés. Alors évidemment, je sais que je suis située, c'est-à-dire que moi je suis une femme du 21e siècle, même si je suis racisée, si cette histoire c'est la mienne, malgré tout j'habite en France et donc je bénéficie indirectement, même 5 siècles plus tard, de cette colonisation. Mais je me suis dit malgré tout, je vais écrire cette histoire à la première personne. Donc c'est vraiment Anna Kaona qui parle et qui raconte son histoire parce qu'elle en a marre qu'on raconte l'histoire à sa place. Ce que j'ai malgré tout mis une épigraphe en début du livre où je dis il s'agit d'une histoire vraie, aussi vraie que possible. Donc je me suis vraiment basée sur des sources historiques, donc j'ai beaucoup lu. Donc j'ai lu les sources espagnoles en faisant attention aussi, en voyant que c'était une histoire qui était quand même située. Et j'ai aussi lu des sources plus modernes, par exemple Charles Mann qui a écrit 1491 et 1493, et c'est très bien documenté. Et en fait, au bout d'un moment, je me noyais même complètement dans mes recherches parce que c'est sans fin en fait. C'est-à-dire qu'on trouve toujours quelque chose de nouveau. Euh, et donc, à un moment, je me suis dit, c'est bon, j'arrête. J'ai assez de sources, a priori, pour pouvoir inventer cette histoire à partir de faits véridiques. Donc voilà, j'ai voulu cette histoire aussi vraie que possible. Et là, en fait, où ce livre est différent d'un livre d'histoire classique, c'est que j'ai voulu créer du sentiment. Parce qu'en fait, on sait tous que voilà, les Amérindiens ont été décimés. Donc, on parle de 90% de la population qui aurait disparu. Donc, sur une population de 100 millions, ça voudrait dire que voilà, il y aurait à peu près 80-90 millions de personnes qui auraient disparu. Et en fait, je me rends compte que ces chiffres, même s'ils sont terribles, ils ne créent pas beaucoup d'empathie. En fait, si je vous dis 50 millions, vous dites oh là là. Si je vous dis 70 millions, vous dites oh là là aussi. Enfin, ça ne fait pas une grande différence. Parce qu'en fait, ces Indiens, comme on les appelle, ils n'ont pas de nom. C'est des morts complètement anonymes. Et donc, je me suis dit, bah, ce que je vais faire dans ce livre-là, c'est que je vais créer des histoires de personnages du début jusqu'à la fin. Je vais les nommer. Et comme ça va créer de l'empathie, ça va créer du sentiment. Vous allez vous attacher à ce personnage-là. Donc, du coup, ce sera plus des morts anonymes. Et ça, pour moi, c'était très important. Euh, donc voilà, j'espère en tout cas que vous serez attachés au personnage. Et après aussi, ce que j'ai cherché à faire dans ce livre-là, j'ai pas cherché que à montrer la confrontation entre les deux mondes. C'est-à-dire que je voulais aussi montrer que ces Taïnos, ils existaient en dehors des Européens. Donc j'ai cherché à recréer leur mode de vie, leurs cérémonies, leurs cérémonies méditatives. Euh, donc voilà, et j'ai cherché à montrer aussi que ce n'était pas uniquement des chasseurs et des cueilleurs. On a souvent
la tendance en fait à les présenter comme ça, alors qu'en fait c'était des artisans, c'était des agriculteurs remarquables. En fait, ils savaient déjà croiser génétiquement les semences. C'était des astrologues, ils savaient absolument observer le ciel et les étoiles. C'était des marins hors pair, c'était des artisans, c'était des artistes. Donc voilà, il y a quand même toute une société, toute une façon de voir le monde qui souvent n'est pas arrivée jusqu'à nous. Et donc c'est pour ça que j'ai cherché à en parler dans ce livre-là. Et surtout, en plus, j'ai trouvé que il y avait une connexion avec le monde du vivant, avec la terre, avec l'eau, avec la nature, que je trouve intéressante et dont on pourrait s'inspirer dans notre mode de vie consumériste, capitaliste et super déconnecté de la nature. Alors après, évidemment, dans ce livre, je parle forcément des épidémies, puisque c'est vrai qu'on est obligé d'en parler, puisque les premières épidémies sont arrivées dans les Caraïbes dès 1493, donc quelques mois après, et les Taïnos n'étaient absolument pas préparés à ça, ils n'avaient aucun anticorps naturel, donc effectivement, ils sont morts de la grippe, de la rougeole, de la variole, du typhus, etc. Et en fait, un argument que j'ai souvent lu et que beaucoup de gens m'ont dit, c'est cet argument de ouais, mais ils sont morts d'épidémie, donc c'est pas la faute des Espagnols. Et ça, en fait, c'est un argument que je refuse, parce que certes, les Espagnols ne sont pas arrivés avec cette arme bactériologique en sachant que c'était une arme, mais ils ont très vite compris que les Taïnos mouraient de ces maladies dont eux ne mouraient pas. Et en fait, ils s'en sont vraiment servis. Il y a des témoignages qui montrent qu'ils faisaient exprès de laisser les cadavres pour contaminer, ou alors ils mettaient les cadavres dans les rivières pour contaminer l'eau. Donc, cette arme bactériologique qu'ils n'avaient pas conceptualisée, ils s'en sont en tout cas bien servis après. Et surtout, ce qui est plus grave chez eux, c'est la véritable volonté d'ethnocide, en fait. Ils ont vraiment cherché à détruire cette civilisation. C'est-à-dire qu'ils ont retourné les tombes, ils ont réduit à néant leur vision de l'univers, ils ont cherché à réduire à néant leurs dieux, leurs lieux de culte. Et donc en fait, c'est ce que j'ai appris plus tard en lisant Abdias Nascimento, un intellectuel brésilien, c'est qu'en fait ce génocide culturel, c'est une politique de génocide. Et d'ailleurs très souvent, il précède le génocide physique. Donc pour moi, les conquistadors européens, espagnols d'abord et ensuite les autres, ils sont vraiment coupables de génocide à l'égard de ces populations. Ensuite, je parle également dans ce livre, un autre point important, en fait, c'est l'altérité. Parce que c'est vraiment à partir de 1492 que tout d'un coup, les Européens ont découvert cette autre, que les Taïnos ou les Amérindiens, ils ont découvert aussi cette autre. Et ça a été en fait un grand choc pour les deux. Et surtout, en fait, c'est une rencontre qui était biaisée dès le départ, on le voit, parce que les Européens, dès le début, se sont sentis supérieurs. Donc cette altérité, elle n'était pas dans l'égalité, elle a tout de suite été dans la hiérarchie. Il y avait les Européens et il y avait les colonisés de l'autre côté. Mais je trouve que voilà, cette notion d'altérité est intéressante, et puis surtout cette autre, voilà, qu'on a renommé indien, ce qui ne veut pas dire grand-chose, qu'on a renommé africain, ce qui ne veut pas dire grand-chose, ou noir. Voilà, je trouve que c'est intéressant, et puis surtout c'est la base de notre société moderne, parce qu'en fait 1492, ce que ça montre aussi, c'est que c'est le début de l'ère capitaliste et c'est le début de notre société moderne. C'est-à-dire que c'est à partir de là que la société s'est construite sur l'exploitation de l'homme par l'homme, l'exploitation de la nature, la prédation, le profit, l'accaparement. Euh, donc voilà, donc je trouve que c'est un moment absolument charnière, le début de la mondialisation, puisqu'en fait des biens produits en Amérique par des Africains déportés vont ensuite arriver en Europe, donc c'est le commerce triangulaire qui se met en place, voilà, qui est la base de la mondialisation. Donc voilà, et d'ailleurs je finis le livre en disant la conquête a créé notre société moderne, une société moderne née sur les décombres du génocide amérindien, née de l'exploitation forcenée du continent américain et de la main-d'œuvre africaine pour nourrir la machine capitaliste. Un désastre démographique pour deux continents, l'Amérique et l'Afrique, un désastre moral pour tous. Mais l'histoire ne s'oublie pas. Nous, Européens, nous, Américains, sommes tous issus de cette rencontre entre l'Ancien et le Nouveau Monde, entre Cristobal Colón et Anacaona. Donc voilà, donc ce livre, je l'ai voulu très accessible parce que ce qui m'intéressait, c'était de faire découvrir au plus grand nombre l'histoire d'Anacaona, l'histoire des Taïnos. Donc il peut être lu voilà, par des adolescents et puis évidemment par des adultes. Il est illustré par Claudia Amaral qui a fait donc des super illustrations, ce qui en fait même presque un roman graphique. Et donc voilà, cette histoire, c'est une histoire triste, on connaît tous la fin, mais je trouve malgré tout que c'est
un hommage que j'ai voulu leur rendre et je pense que c'est aussi un hommage que de connaître leur histoire. C'est la moindre des choses. Donc voilà, le livre est disponible sur anakaona.fr ou en librairie. À bientôt.